Bonjour à tous, donc je suis David Habitant, je fais de la médiation dans le domaine de l'architecture et du patrimoine. C'est dans ce cadre que j'anime quelques-unes des tables rondes aujourd'hui, et notamment cette première table ronde qui va poser les bases de notre sujet. Philippe Madec nous a livré avec beaucoup d'émotion et beaucoup de talent son interprétation de la problématique du jour. Et à travers les tables rondes, on va pouvoir la traiter, cette problématique, de façon crescendo d'une certaine manière, puisque avant d'établir, ça sera en toute fin de journée, un plan d'action sur les mesures à mettre en place pour multiplier ces actions de sensibilisation à l'architecture auprès de la jeunesse dans les milieux scolaires. On aura besoin de comprendre de quoi elle est faite, cette sensibilisation à l'architecture. Ce sera l'objet de la table ronde précédente, la troisième. Mais avant ça, on va avoir besoin de savoir d'où l'on vient, qu'est-ce qui a été fait jusque-là. Ce sera l'objet de la table ronde qui va venir juste après. Mais pour commencer, on va comprendre pourquoi on a besoin d'évoquer, de faire mieux comprendre, on va dire, l'architecture aux plus jeunes. Et question subsidiaire, dont la réponse pour le coup est assez évidente, pourquoi, pourquoi par le biais du milieu scolaire, et donc par quel biais plus précisément à travers les différentes actions. On va en discuter durant une petite heure avec nos invités, Hervé Schneeweiss, Francine Faure, Sophie Ricard, pardon, et Guy Tapi. Et puis vous aussi, puisque on prévoit un temps d'échange peut-être avant la fin de la table ronde. Disons qu'on va essayer d'initier ce temps d'échange assez rapidement, comme ça, voilà, si ça peut nourrir la discussion, ça serait encore mieux. Un rapide mot de chacun d'entre vous, ça sera l'occasion de vous présenter brièvement, et peut-être à commencer par vous, Hervé Schneeweiss. Vous êtes neurologue, directeur de recherche au CNRS, vous dirigez le centre Neurosciences Paris-Seine. Je précise que je cite cet ouvrage que vous avez écrit assez récemment, qui est un magnifique ouvrage de vulgarisation. Alors, je ne sais pas si le terme vulgarisation sera présent, j'imagine, hein, dans le cadre de notre discussion aujourd'hui à propos de l'architecture. En tout cas, à propos de la neuroscience, vous montrez combien on peut assez facilement, et à travers des exemples très concrets, c'est peut-être un des biais pour parler simplement de ces questions que jusqu'à présent je voyais assez complexes, voire compliquées. Vous me prouvez le contraire. Vous allez nous le prouver également. Peut-être d'ailleurs juste un mot, parce que de tous les intervenants qui vont parler aujourd'hui, on en a la liste, notamment sur le petit livret que vous avez. Bon, c'est vrai, entre nous, on en connaît quelques-uns sur ces questions de jeunes publics, de sensibilisation à l'architecture. On a des noms et des personnalités qui reviennent, voilà. Et puis, Hervé Schneeweiss, vous êtes au milieu de tout ça. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous venez faire avec nous? En quoi la neuroscience peut nous aider à appréhender le sujet? On a 1 heure pour en discuter tous ensemble, mais peut-être en quelques mots, neurosciences et architecture. À quel moment la compréhension des espaces de l'architecture passe par les connexions qui se font dans notre cerveau? On va peut-être vous donner le micro qui est juste là, si vous le voulez bien. Voilà, il faut l'allumer. Je pense que vous m'entendez. Effectivement, alors il y a 2 déclarations de lien d'intérêt, puisque je suis responsable aussi de différents comités d'éthique, donc c'est important de déclarer les liens d'intérêt. Donc 2 déclarations de lien d'intérêt. Premièrement, l'amitié qui me lie à plusieurs d'entre vous et qui a fait que j'ai été invité. D'autre part, le fait que, bien que n'étant absolument pas architecte, et je n'en aurais aucunement la prétention, j'ai vécu 35 ans avec une très grande architecte, malheureusement disparue en 2012, qui était Jocelyne Bérande, et dont je suis heureux de saluer la mémoire. Et beaucoup des travaux de l'Académie d'architecture, beaucoup des travaux de certains d'entre vous s'en rappellent. Alors, soyons simples pour neurologues, nous sommes notre cerveau. On ne va pas commencer à chercher midi à 14 heures. Rien de ce que nous faisons ne peut se faire sans notre cerveau. Et d'ailleurs, quand notre cerveau ne fonctionne plus, l'électroencéphalogramme plat durant plusieurs heures, c'est la définition de la mort. Donc, tout ce que nous faisons, c'est notre cerveau. Et pourtant, un cerveau humain, je vous lance
un peu le défi. Un cerveau humain n'existe pas. Alors, quelques éléments essentiels. Notre cerveau invente le monde, passe son temps à créer des représentations. Vous avez l'impression d'avoir devant vous une image. Normalement, vous me voyez en train de vous parler. Vous n'avez pas une tache noire au milieu de votre champ visuel, en tout cas je l'espère, sinon il faut vite aller consulter un ophtalmologiste. Alors comment vous faites pour avoir l'image devant vous alors que dans votre rétine, vous avez effectivement une tache aveugle parce que le nerf optique émerge dans votre rétine et donc il y a un endroit du champ visuel qui devrait être une tache noire. C'est ce qui se passe pour les taureaux. Les taureaux ont cette tache aveugle au milieu du champ visuel et c'est grâce à ça que le torero, au dernier moment, se met un pas de côté et évite de se faire embrocher parce que le taureau est pas si idiot que ça. S'il voyait le torero, et quand il le voit, quand il se retire pas assez vite, il l'embroche. Mais le torero se met dans la tache aveugle. Alors nous, comment on fait? Eh bien, en fait, on a des saccades oculaires. Nos yeux passent leur temps à balayer l'image devant vous. Et votre cerveau, à partir de ces multiples images qui, à chaque fois, amènent le champ le plus sensible, la fovea, au milieu de votre perception, le cerveau reconstruit une image. Donc tout ce que vous faites systématiquement, quand vous voyez une image fixe et complète devant vous, c'est déjà une reconstruction de votre cerveau. Et puis, le deuxième point qui est absolument essentiel, c'est que votre cerveau est un extracteur de sens, sans même que vous vous en rendiez compte. Quand vous voyez une image devant vous, prenez une photographie. Pourquoi est-ce que vous êtes capable de reconnaître un visage, un arbre, une maison, une architecture? C'est bien parce que, au milieu de tous ces pixels qui finalement se valent l'un l'autre, sont en différentes intensités de gris ou différentes intensités de couleurs, eh bien, votre cerveau, votre champ visuel va commencer à faire une analyse et rapprocher ces différents pixels pour ensuite, à travers différents processus qui commencent au niveau du cortex occipital, mais ensuite qui vont aller vers le cortex temporal pour l'extraction du sens, des mots, de la mémoire, vers le cortex pariétal pour l'expérience de la scène, et je reviendrai sur cette notion d'expérience. Vous allez extraire du sens et vous allez voir un visage, et ce visage, si vous le connaissez, Philippe Madec vient de parler de cette dimension essentielle d'habiter qui est d'accrocher la photo de famille. Je me rappellerai toujours les amis des enfants arrivant chez nous quelques mois après notre emménagement, et Jocelyne avait fait un appartement absolument magnifique. Il est toujours magnifique avec des espaces somptueux, et comme beaucoup d'architectes, elle voulait qu'il n'y ait rien au mur pour profiter de l'ensemble. Et puis les enfants, les copains des enfants avaient été effrayés et avaient trouvé l'appartement affreux. Ils dit, mais il n'y a aucune photo de vous dans cet appartement, vos parents vous aiment pas. Donc oui, habiter, c'est rendre l'espace personnel, rendre l'espace à soi, se l'approprier, en tout cas le faire si. Donc, extraction du sens. Extraction du sens, alors, vous avez mis dans votre programme conscience, prendre conscience de l'architecture. La plupart de ce que fait notre cerveau est totalement inconscient. Je vais vous en prendre un exemple. Vous fermez les yeux. Il ne va rien vous arriver, vous inquiétez pas. Fermez les yeux quelques instants, et puis dites-vous, je dois quitter immédiatement cette salle. Et vous visualisez le parcours que vous devez faire. Comment est-ce que vous êtes capable de visualiser ce parcours et d'évacuer la salle? Parce que, à l'insu de votre plein gré, votre cerveau a cartographié l'espace en entrant dans cette salle. Évidemment, pour différentes raisons. Il y a une mémoire de travail qui s'est mise en place et qui fait que votre cerveau a pris différentes dimensions de l'espace, a intégré des éléments corporels de combien de mètres, comment vous avez marché jusqu'à votre place, et qui vous permet, les yeux fermés maintenant, de sortir ou de trouver une sortie, même si vous étiez soudain plongé dans le noir. Donc, extraction de sens, cartographie de l'espace, activité inconsciente. Notre cerveau n'est pas indépendant, c'est un organe comme les autres, il est totalement lié au corps, il ressent le corps, et dès la fin du 19e siècle, le neuropsychologue, le fondateur de la neuropsychologie, William James, avait déjà dit « Il ne faut pas dire « je vois l'ours, j'ai peur et je tremble », il faut dire « je vois l'ours, je tremble et j'ai peur », et c'est ce qui se passe effectivement. Notre corps perçoit, puis
quelques centaines de millisecondes après, notre cerveau, par des processus complexes, parce que c'est des circuits et ça nécessite des éléments d'intégration, va arriver à une élaboration qui sera le sentiment peur et qui permettra un certain nombre d'actions de type fuir ou au contraire se battre, etc. Mais alors pardon, si je puis me permettre, parce que on parle de tout un tas de compréhension de notre environnement qui ne nécessite pas d'apprentissage. Ici, on évoque la question de l'apprentissage, l'intégration de ces questions architecturales dans les programmes scolaires. Alors, de quelle manière est-ce que il doit être nécessaire, ou alors peut-être que vous allez nous dire non, mais en fait l'architecture on l'a tous en soi et on n'a pas besoin de l'apprendre. Mais la première partie de la question, plutôt de quelle manière il doit être nécessaire de l'apprendre tout ça? Eh bien, c'est remettre en cohérence les différentes choses. Remettre en cohérence les différentes choses, c'est que moi j'ai toujours été frappé, et je pense vous aussi, par le fait que les enfants à qui on demande une représentation par un dessin dessinent un habitat qu'ils ne connaissent pas. Dessinent un habitat plat, avec une maison, avec un toit, avec une porte, avec une cheminée. Là, 99% des enfants qui font ce dessin, dans n'importe quelle école de la République, y compris les miens quand ils étaient dans une école du 3e arrondissement, du 4e arrondissement, représentent une maison qu'ils n'ont jamais habitée et qui est bien une représentation de maison qui sort de quelque part, peut-être qui a été transmise, mais qui ne correspond en rien à l'expérience. Tout ce qu'a décrit Philippe Madec, l'expérience de là où ils vivent, à différents niveaux, l'expérience de là où ils vivent quand ils sont à la crèche, quand ils sont à l'école, etc. Donc, remettre en cohérence ce qu'ils vivent avec ce qui existe et ce qui est représenté dans notre cerveau. Et puis, je vous ai lancé comme une pique, un cerveau humain n'existe pas. Non, il y a un cerveau d'Homo sapiens, il y a un code génétique, etc. Mais on devient humain, on s'humanise dans le regard des autres humains avec qui on interagit. Et l'espace, c'est aussi l'espace de la représentation avec les parents, avec le corps enseignant pour les expériences qui sont au niveau de la crèche, au niveau de l'école maternelle, au niveau des différentes écoles, parce que le cerveau d'un enfant n'est pas un petit cerveau adulte, c'est un cerveau en évolution, c'est un cerveau extrêmement plastique qui va se sculpter au fur et à mesure des expériences que va faire l'enfant. Vous savez qu'on est avec beaucoup plus de cellules, en particulier beaucoup plus de neurones. Un cerveau humain, c'est à peu près 200 milliards de cellules. Sur ces 200 milliards, seulement 80 sont des neurones, mais on est avec à peu près 2 fois plus de neurones que nous n'en aurons besoin, et c'est très important de les éliminer. C'est l'activité, c'est la mise en place des circuits qui va sélectionner un certain nombre de circuits, et puis ensuite on aura la plasticité tout au long de la vie qui va sélectionner les contacts. Chaque cellule a 50 000 contacts en moyenne avec d'autres cellules, et c'est les différentes expériences de la vie qui vont sculpter ces circuits et ces contacts. Donc, c'est les interactions qui vont rendre humain ce cerveau de l'enfant, et qui vont, soit par l'expérience, et c'est essentiel, nous ne pouvons comprendre que par expérience, qui vont par expérience arriver à lui faire prendre conscience de son espace. C'est ce que fait l'éducation physique et sportive. Et d'une certaine façon, la première expérience de l'architecture, c'est cette position du corps dans l'espace. Et voilà, il faut arriver à permettre aux enfants l'expérience de l'architecture dans ses différents niveaux, c'est-à-dire comment je suis chez moi, comment je suis à l'école, comment je suis dans un lieu de pouvoir, ou dans un lieu de distraction, ou dans un lieu de représentation, parce que tout cela est divers et ça représente différentes expériences de l'enfant qui vont différemment sculpter, évidemment, son cerveau selon la capacité qu'il a de faire ses expériences et selon la chance qu'il a d'en comprendre la cohérence ou l'incohérence. Ben voilà, c'est presque le programme de notre journée. On a toute une journée pour voir justement cette expérience de l'espace. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les plus jeunes, et peut-être même d'ailleurs qu'on verra que finalement cette initiation à l'architecture peut même peut-être aller un petit peu au-delà de ça. Voilà, ça sera là encore des discussions sur tout au long de la journée. Pour continuer les présentations, parce que oui, on en est encore qu'aux présentations et qu'à l'introduction, Francine Faure, un mot
Vous êtes la fondatrice d'Arc en Rêve, vous en avez été la directrice jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'en 2021. Alors, avant de traiter toutes les thématiques sur lesquelles on a discuté en amont, et je sais que vous avez à cœur d'évoquer notamment sur voilà l'importance de parler d'architecture et le contexte de méconnaissance de l'architecture, on va pouvoir traiter ça dans un petit instant. Mais peut-être pour commencer et en introduction, encore une fois, j'insiste là-dessus, un mot sur Arc en Rêve que on connaît a priori, si on s'intéresse à l'architecture, un grand centre d'architecture parmi les quelques endroits majeurs en France pour découvrir, comprendre, s'intéresser à l'architecture. J'ai appris en préparant cette table ronde que ce n'était pas que des expositions, pas que des actions et des ateliers tels que ceux, enfin, et des tables rondes telles qu'on a l'habitude de les voir. Il y a une vraie part dans Arc en Rêve et depuis l'origine de travail de sensibilisation dédié aux enfants, et c'est même peut-être à l'origine d'Arc en Rêve. Alors si vous voulez nous refaire un petit point historique. En 2 secondes, en effet, Arc en Rêve a été imaginé en 1977 et a pris le nom, voilà, magique de Arc en Rêve, Arc comme architecture, en comme enfant et rêve comme possible. Et ce projet, vous voyez, qui est Atelier public d'architecture, de urbanisme et d'environnement, c'est le A, le U et le E des CAUE. Tout ça, c'était dans la dynamique de cette loi et qui est arrivé parce que quand même, il y a eu quelques professionnels de la profession et quelques hauts fonctionnaires dans le conseil auprès des hauts politiques qui militaient pour quand même un changement, c'est ce dont on parlera tout à l'heure, de l'architecture, une ouverture de l'architecture à ce qu'on appelle les publics, ateliers publics d'architecture. Et effectivement, c'est ateliers publics d'architecture, et moi je dis toujours, virgule, à l'usage des enfants, et j'ajoute encore, mais pas que, parce que depuis le début, certes, dans les statuts, l'article 1er, c'est de dire, l'objectif, c'est de favoriser, ça a peut-être été changé, mais en tout cas, l'article fondateur qui est resté très longtemps, c'est favoriser un meilleur rapport de l'être à son environnement. Voilà. Et depuis le début, évidemment, il y avait l'idée de s'adresser aux adultes, mais pourquoi d'abord aux enfants? Parce que de tous les exclus, de tous les projets de conception et d'aménagement du cadre de vie, c'était les enfants les plus exclus, mais les habitants adultes également. Voilà. Mais c'est quand même énorme d'entendre et de découvrir que le an de Arc en Rêve vient de enfants. Exactement. Et alors, dans la continuité de cette rapide historique que vous venez de nous dresser, aujourd'hui, alors j'imagine que depuis 2021, vous avez tout de même un œil sur ce qui s'y fait, mais disons en tout cas dans les périodes récentes d'Arc en Rêve, quelle forme ça prend ces questions de sensibilisation au jeune public? Ça prend diverses formes depuis le début, mais la forme, comment dire, principale du travail qui a été initié à Arc en Rêve et dans lequel j'étais très impliquée avec, on était 3 cofondateurs avec un des 2 cofondateurs qui est architecte, Philippe Jacques, c'est une approche sensible de l'espace. Et c'est question d'expérience. Voilà. Et en ayant quand même en tête, parce que moi je viens d'ailleurs, des références au travail de Winnicott sur l'espace transitionnel et avec le jeu qui était placé, le jeu J-E-U, mais jeu, on parle du langage de l'architecture, mais le langage, Heidegger le dit, on habite le langage, dans son abri habite l'homme, il y a le langage parlé, le jeu, J-E, voilà. Et effectivement, il y avait cette citation qui est aussi fondatrice et qui a toujours été porteuse de tout ce que nous faisions, notamment avec les enfants, mais c'est la même chose qu'il faut faire avec les adultes parce que tout le monde est coincé, c'est effectivement partir du principe que le jeu est une activité essentielle de tous les êtres humains et en particulier l'entrée dans le monde et de la connaissance par les enfants. Sophie Ricard, vous êtes architecte urbaniste, je le disais, vous travaillez à La Preuve par 7. Et alors vous êtes particulièrement connu, vous et aujourd'hui dans votre action à La Preuve par 7, mais notamment pour votre engagement sur la permanence architecturale. Ça commence à faire quelque temps, ça fait une quinzaine d'années peut-être. Oh là là, une quinzaine d'années que vous menez des permanences architecturales. Donc c'est cette forme d'action qui vous amène à vous installer sur des sites de chantier, sur du long terme, en lien direct avec les habitants, les usagers directement concernés par l'aménagement en cours. Et j'aurais bien aimé vous demander, là encore en question introductive, de quelle manière la permanence architecturale
peut aussi être un moyen de sensibiliser les plus jeunes à l'architecture. Là encore, la question se pose dans l'autre sens. De quelle manière la sensibilisation des enfants par l'architecture peut aussi passer par la permanence architecturale? Merci David. Très contente d'être là. Je rappelle un truc qui est fondamental, que la preuve par 7 est un dispositif aujourd'hui qui est accompagné par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires avec le ministère de la Culture. Il faut que le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires soit présent dans ce genre d'instance. Pour moi, c'est fondamental. On en parlait tout à l'heure avec Elisabeth Taudière. Voilà, on sait vous en parler tout à l'heure très très bien de Sophie Kerr, de nos milieux. Les milieux, c'est l'aménagement, le ménagement du territoire. Donc l'architecture est liée directement à ce qu'on appelle l'urbanisme, à ce qu'on appelle les opérations de reterritorialisation et aux grands défis qui nous attendent. Les défis aujourd'hui, évidemment, qui sont les défis face au changement climatique, mais les défis d'urgence sociale qui sont là depuis des années, dont on parle que derrière à chaque fois, mais non, qui sont très présents depuis un certain nombre d'années, qui sont dus à nos opérations aussi d'aménagement du territoire, de zonage. Et donc tout ça, effectivement, vous l'avez bien rappelé Philippe, nous devons absolument nous emparer de ce qu'on appelle le déjà là. Et pour nous emparer du déjà là et reconnaître la ressource dont nous héritons, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, construite, bâtie ou non bâtie, il faut absolument la comprendre et donc la vivre. Donc il faut, pour moi, reterritorialiser les métiers, les pratiques. Et donc c'est pour ça que depuis une quinzaine d'années, aux côtés de Patrick Bouchin, j'ai mené des permanences architecturales en vue de me reposer la question de comment l'architecte, l'urbaniste, je ne dissocie pas les choses, pour moi les choses sont ensemble, sinon l'architecte aujourd'hui n'est qu'un dernier maillon de la bout de la chaîne de l'aménagement du territoire. Donc si on veut repeser et puis ne pas être que maître d'œuvre, mais être aussi une personne qui agit en amont de la commande, qui accompagne les opérateurs, accompagne les élus, les maîtrises d'ouvrage, la société civile dans l'appréhension de son territoire, de son cadre de vie, de son environnement, la profession doit se réinstaller sur le territoire et doit surtout accompagner, être conseil aussi et être vraiment au plus proche des besoins. Mais au plus proche des besoins, ça veut dire aussi qu'on ne peut plus travailler sur des politiques uniformisées dans l'aménagement du territoire. Et donc pour les recomprendre et pour redonner du pouvoir aux collectivités, aux territoires, il faut aussi que ces ingénieries de projets puissent être en local et puissent travailler in situ, que ce soit en milieu rural, dans des milieux plus décentralisés et retrouver justement un pouvoir peut-être territorial. Et donc j'en arrive à... Et les enfants dans tout ça? Et les enfants, ça va, c'est un tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se réancre sur son territoire, on arrive à le recomprendre, à le vivre en tant qu'habitant. Du coup, il n'y a pas que des experts, on est architecte, on vit bien quelque part, c'est-à-dire qu'on a dissocié, c'est comme le corps enseignant. Le corps enseignant, on lui a dit, tu prends en charge toute la mission éducative de nos enfants. Mais non, avant, il y avait tout un corps qui était autre que le corps enseignant, qui pouvait partager cette mission d'éducation. Pour moi, elle doit être partagée. On doit retrouver ce partage dans la mission de l'éducation. Et donc, nos écoles doivent faire partie intégrante de leur territoire. On a pensé l'école comme un lieu, depuis des années, comme un lieu sanctuarisé, auquel on n'avait pas le droit de toucher, avec aussi des pédagogies et des programmes, on va dire, uniformisés. De la même manière, l'école doit retrouver, je pense, un ancrage territorial, puisque l'école est dans un environnement, a été construite dans un environnement. Que ce soit dans les milieux ruraux, que ce soit dans les métropoles, que ce soit dans les villes moyennes, il faut qu'elle agit sur un territoire et elle va pouvoir être ouverte sur son territoire. La permanence aujourd'hui, comme elle va agir en amont de la commande publique et tout le long de la commande publique, dans le cadre aussi du chantier, etc., elle est en capacité de faire lien non seulement avec les habitants, les citoyens, mais tout le monde est habitant, l'enseignante est habitante. Donc c'est refaire aussi corps avec tous nos services, nos institutions, qu'elles soient sociales, de santé, économiques aussi. On parle de réindustrialisation des territoires. C'est pareil, c'est à un moment donné comment on enseigne à nos enfants la question de nos métiers. Et nos métiers sont aussi parfois différents ou mis en scène différemment. Les savoir-faire ont été dissociés des savoirs théoriques, bien malheureusement. Il faut retrouver une appréhension de l'apprentissage, de effectivement l'expérience par le faire, par mimétisme peut-être faire et après s'engager avec sa conscience pour faire des choses autrement. Donc il faut que l'école puisse retrouver aussi un lien à son environnement. Et l'architecte en permanence est en capacité de faire du lien avec ces institutions-là pour pouvoir travailler avec les enfants à même la rédaction d'une commande publique par rapport au territoire où ils vivent. Et alors justement, quelle forme concrète ça prend? Parce que sans du tout hiérarchiser un atelier de sensibilisation à l'architecture
et un atelier de sensibilisation à l'architecture dans le cadre d'une permanence architecturale, qu'est-ce que ça apporte que d'être sur un site au long cours, que d'avoir vraiment dans son objet, que de faire un lien entre le ici et le juste là? Ça a recréé un rassemblement de nos professions déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commande publique et l'architecture est phasée et découpée. Et donc on ne sait plus qui commande, on ne sait plus qui fait, on ne sait plus pourquoi l'argent est voté, et on ne sait plus qui construit, et peut-être que le besoin quand c'est construit n'est plus là. Donc déjà, la permanence rassemble, elle se met sur le temps long. De la même manière que l'école, c'est le temps long. L'apprentissage, c'est le temps long, et bien souvent, les enfants restent sur un territoire le temps long de leur cursus. Et ça mène quelles actions? Alors oui, c'est ça surtout ma question, c'est très concrètement, demain... alors je vais donner des exemples très précis. Voilà, quand j'ai habité Boulogne-sur-Mer pour réparer le logement social avec leurs habitants, les enfants étaient dans leur logement social. C'est-à-dire qu'on a fait un chantier en site occupé. L'école, elle se fait dans la rue. Elle se fait sur le chantier. Les enfants rentraient à la maison. Leur maison était en chantier. Rencontraient les artisans ouvriers qui réparaient leur maison. On a monté aussi des chantiers écoles et des chantiers d'application, de transformation et d'insertion sociale. Où là, par exemple, c'est pareil. On travaille aussi sur les populations qui sont au chômage, qui ont un savoir-faire, mais qui pourraient redonner leur savoir-faire à l'accompagnement de l'amélioration de leur cadre de vie. Tout simplement. Ça se fait sous les yeux même des enfants. Ensuite, très concrètement, j'ai bossé sur un projet en rue 2, à Saint-Brieuc. Quand on travaille là-dessus, je devais rétablir le schéma directeur de cette en rue 2. Et effectivement, dans ce schéma directeur, dans cette zone, il y avait une école. 2 écoles. Une école maternelle, une école primaire. Tout de suite, je vais voir les directions des écoles en leur disant, attendez, on va démolir des bâtiments sous les yeux des enfants à côté de votre école, et tout ça n'est pas enseigné, tout ça n'est pas raconté, c'est pas des maisons du projet qui vont raconter ça, c'est comment à un moment donné, on vient parler, on vient faire comprendre, déjà on vient dire qu'il faut arrêter de démolir, peut-être, et se dire qu'à un moment donné, c'est tout un quartier qui doit être sensibilisé. Aujourd'hui, on voit bien que la crise démocratique dans laquelle nous sommes, les projets ne sont plus compris par la population, donc on a un devoir fondamental de faire comprendre ces projets-là, et donc d'agir en amont. L'architecte, bien souvent, il arrive après, la commande est faite, l'argent est déjà voté, il faut que l'architecte se repolitise, donc c'est-à-dire se ressaisisse aussi de pourquoi cet argent est voté sur ce territoire-là, et comment on pourrait faire peut-être autrement les choses, et associer toute la population. Donc, très clairement, on va voir les instituts, on va voir les directions d'école, et on va directement leur dire, est-ce qu'on est capable avec vos enseignants, à un moment donné, sur un créneau scolaire, de les faire sortir, et de les amener dans la maison du projet, de les amener sur les chantiers, etc., etc. À Pasteur, par exemple, on a fabriqué une école maternelle à Rennes, dans une ancienne faculté des sciences, et pas que, au sein d'un tiers-lieu. Et donc le tiers-lieu devient, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que pendant le chantier, évidemment, les enfants sont venus travailler sur leur future école, avant même que ça ne devienne une école. C'est-à-dire qu'ils étaient présents pour comprendre les métiers, les artisans, et comprendre l'habitabilité d'une ancienne fac des sciences. Comment pouvait-elle se transformer pour devenir une école maternelle? Et aujourd'hui, l'école maternelle, ce qui est intéressant, c'est que le corps enseignant se saisit du tiers-lieu au-dessus pour provoquer une pédagogie dite buissonnière, alternative, ouverte du dehors. Donc ça, c'est. Faut imaginer que l'école est vraiment au cœur du tiers-lieu et même entourée en dessous. Ce qu'il faut, c'est que la commande publique, c'est un formidable levier pour être le lieu de l'enseignement, c'est-à-dire dans tout, c'est-à-dire du plus jeune âge. Moi, je dissocie pas les choses. Là, on parle du plus jeune âge parce qu'effectivement, demain, il faut préparer nos enfants à ce qui va nous arriver, ce qui nous arrive déjà. Mais on doit les préparer à tout, c'est-à-dire tout raconter, les métiers, les filières, le monde économique, tout ça, ça peut être raconté de façon très facilement et très pédagogique dans un chantier. Dans un chantier, on a tout quelque part, on a tous les savoirs, de l'ingénieur, l'architecte, l'urbaniste, l'élu, le technicien de la ville, les artisans, etc., etc. Donc on a une somme déjà de métiers qui sont faciles d'accès. Ensuite, on a effectivement le faire, les savoir-faire. Et comme demain, si on travaille sur ce qu'on appelle peut-être re-rencontrer ce qu'on appelait notre architecture vernaculaire, parce qu'on va être obligé de redoper de nouvelles filières autour des matériaux biosourcés, géosourcés, etc., ça veut dire que nos formations vont changer. Les formations du métier d'architecte vont aussi changer. Donc ça, faut se le coltiner. Donc toute la chaîne va changer, et je pense que ce serait d'ailleurs intéressant de se dire qu'en travaillant sur justement dans ces écoles d'architecture qui sont en crise aujourd'hui, travailler sur une nouvelle forme de pédagogie qui est plus liée au terrain et peut-être liée à nos institutions, que les étudiants puissent aller dans les écoles. Ça, ce serait formidable aussi. Effectivement, l'école, c'est un premier terrain de jeu. Il ne faut pas prendre l'école comme juste on vient s'asseoir derrière une table et un pupitre et on vient apprendre. L'école est un espace aussi, on l'a très bien entendu tout à l'heure, et de cet espace, on peut aussi mettre en place des permanences architecturales, des workshops, etc., etc. Mais ensuite, surtout, le territoire est un lieu d'apprentissage. Il faut que l'école se réouvre sur son territoire. Et alors, pour terminer le tour de présentation, bonjour Guy Tapie, vous êtes sociologue, professeur à l'école d'architecture et du paysage de Bordeaux. Vous avez notamment coécrit avec
vous avez notamment coécrit avec Roberta Gelli, qu'on verra tout à l'heure dans une prochaine table ronde, éduquer les enfants à l'architecture. Voilà, j'avais pas le titre, mais j'aimerais vous poser une première question un peu de but en blanc et peut-être en lien aussi avec tous vos autres travaux. Je pense notamment à ce livre La culture architecturale des Français. J'ai envie de vous demander, mais en fait, pourquoi est-ce que l'on doit chercher à sensibiliser dès le plus jeune âge à l'architecture? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on organise toute cette discussion pour chercher à ce qu'il y ait plus une meilleure intégration de l'architecture dans l'enseignement primaire? Alors, je sais pas, oui, c'est bon. vous D'abord, entend bien. merci pour cette invitation, voilà, et de me donner l'occasion un peu de commenter ces thèmes-là. Alors c'est vrai que dans cette table ronde, et je me suis dit, mais est-ce que je suis approprié, sachant que Roberta Gelli va intervenir dans la deuxième spécifiquement sur l'éducation à l'architecture. Je dirais que par exemple, la première remarque qui me vient à l'esprit, dans la culture architecturale des Français, on avait fait une enquête sur les connaissances de l'architecture de la population française au travers d'un sondage national, mais qui commençait à partir de 18 ans. C'est-à-dire qu'on avait effectivement pas du tout intégré, et finalement en participant ici aujourd'hui, je m'en rends compte, bon, parce qu'il y a des questions techniques et méthodologiques un peu complexes, au fond le point de vue des enfants, des adolescents et des jeunes. Et donc ça, c'est vrai que c'est peut-être des choses qu'il faudrait mettre en chantier pour avoir une vue globale. Ce qu'on avait fait dans ce travail-là aussi, c'était que d'appréhender la question de la socialisation à l'architecture. Alors pourquoi être socialisé et connaître mieux l'architecture? Bon, là, le spécialiste du cerveau, Monsieur Madec l'a dit, ça participe à son être, à son expérience. Donc évidemment que mieux appréhender de manière presque objectivée ce rapport à l'architecture et au cadre de vie. Moi, je l'assimile un peu les deux. Ça fait partie effectivement d'un enjeu des sociétés démocratiques et développées. Donc ça, c'est une chose. Alors ensuite, on avait abordé dans la culture architecturale en fait le prisme de l'éducation des enfants, et d'où le travail de Roberta, au travers des processus de médiation, en considérant que qu'est-ce qui est le mieux pour faire connaître au grand public l'architecture? Eh bien, c'est de mettre en œuvre des processus de médiation, alors qui existent en France depuis un certain nombre d'années, dont fait bien sûr partie Arc-en-Rêve, mais les CAUE, et bien sûr les maisons de l'architecture, qui est effectivement une très belle institution. Donc, et c'est à ce prisme-là de savoir qu'est-ce qui existait, qui était destiné spécifiquement aux enfants. Et ça nous a fait vraiment prendre conscience que, eh bien, il y avait des dispositifs d'enseignement très très originaux, une technicité, des modalités assez diversifiées qui émergeaient aussi de la part de jeunes architectes et qui voyaient effectivement dans ces processus de médiation eh bien des enjeux de citoyenneté, d'éducation, de sensibilisation à leur milieu de vie, de faire en sorte que les enfants soient aussi acteurs de leur connaissance, de leurs projets. Donc au travers de cette question de la médiation, il y a vraiment tout un système professionnel, je dirais, et puis intellectuel aussi, parce que ça renvoie à des valeurs éducatives que les médiateurs ont structurées. Et c'est vrai que, là je rebondis sur le système de formation des architectes. Alors bon, effectivement, on peut dire, je ne sais pas s'il est en crise ou pas, mais en tout cas il y a eu des mouvements sociaux de la part des étudiants qui revendiquent bien sûr des moyens supplémentaires, mais qui revendiquent bien plus que ça, qui apparaissent que le système de formation aujourd'hui, il est le même depuis 25 ans, avec les mêmes dispositifs, et que finalement tout bouge à côté, et on a l'impression que rien ne bouge dans les systèmes de formation. Donc ça, c'est un enjeu important. De la même façon, moi, en termes d'éducation à l'architecture, on a reçu là des postulants aux écoles, mais bon, voilà, on est étonné
Pourtant, c'est des jeunes qui viennent de milieux éduqués, donc on peut supposer, et on peut bien supposer qu'ils ont une connaissance de l'architecture plus élaborée, mais qui ont une inculture sur ce qu'est vraiment l'architecture et ses conséquences sociétales, sociales au quotidien. Donc, voilà. Donc on m'a cité, et c'est pas que moi, on m'a cité deux architectes, Gaudi à Barcelone, et par exemple quand on demandait ce qu'était un peu l'architecture, et Guéry, il y a eu une photo tout à l'heure du musée. Donc là on voit bien que, eh bien, il y a du travail à faire pour ces jeunes générations, de manière à effectivement engranger un savoir plus conséquent sur les questions d'architecture. Mais alors, à vous entendre, là, j'ai l'impression que par la connaissance de l'architecture, on évoque déjà des sujets un petit peu différents. Et je voulais vous demander, Guy Tapi en particulier, sur ce travail sur la culture architecturale des Français, est-ce que l'on parle de l'architecture au sens effectivement culturel, des connaissances des architectes, compréhension des différentes périodes d'architecture? Est-ce que l'on parle, comme on évoquait tout à l'heure, de sa place dans l'espace, comment on se situe dans un espace? Est-ce qu'on est plutôt bien, les questions de confort peut-être? Ou alors est-ce que l'on parle encore, Sophie Ricard en faisait mention tout à l'heure, de la compréhension d'un contexte, d'un territoire, de la participation à un lieu de vie? J'imagine que vous allez me dire c'est les trois à la fois. Guy Tapi. Oui, c'est bien sûr, c'est tout ça, c'est une totalité la question de l'architecture. Alors moi je le vois plutôt effectivement au prisme de la sociologie et des sciences humaines et sociales, parce que ça engage des expériences de vie, un cadre de vie, parce que effectivement un rapport existentiel au monde. Moi je m'intéresse particulièrement aux questions d'habitat. On voit bien comment l'habitat, il participe à l'identité, à l'identification des personnes, des groupes et des sociétés. Donc, il ne s'agit pas simplement, effectivement, de discuter de forme, mais bien sûr, on peut le faire, ou d'esthétique. Donc, et là, on le voit bien dans le grand public, ce que vous mettiez dans votre annonce, c'est effectivement, c'est qu'est-ce qui fait architecture? C'est le patrimoine. Donc, là, voilà, il y a quand même un consensus dans la population. Philippe Madec le montrait tout à l'heure, effectivement, oui, avec les églises et les palais de justice. Voilà, donc effectivement, il avait beaucoup dit de choses. Donc, mais il y a aussi l'œuvre architecturale, le grand équipement, le grand musée, effectivement, qui renvoie à la dimension artistique. Bon, mais par contre, voilà, le rôle du professionnel architecte est totalement méconnu, on ne sait pas qui il est, ce qu'il fait véritablement, alors qu'aujourd'hui les enjeux, effectivement, le changement climatique comme il était, ou l'urgence climatique, elle se pose à tous les niveaux, de la proximité du quotidien de chez soi et au niveau, bien sûr, mondial aussi, bien sûr. Peut-être juste sur ce point, Hervé Schneeweiss, parce que je vous ai entendu réagir. Oui, c'est tout ça, la connaissance de l'architecture. Quand on évoque le cerveau, on aurait tendance, et c'était d'ailleurs un peu le point de votre introduction, à se concentrer sur la première partie, qui est vraiment juste la compréhension d'un espace. En quoi est-ce que la culture architecturale, elle peut venir nourrir tout ça? En quoi est-ce que la connaissance des mouvements, la compréhension de la forme des bâtiments qui nous entourent va venir nourrir ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui avait l'air d'être presque plus un instinct de survie, une compréhension des espaces par instinct de survie d'une certaine manière? Parce que il peut pas y avoir de sens si on reste dans la fragmentation de tout. Et je crois que ça a été vraiment déjà dit. L'important, c'est d'arriver à faire sens. Et pour faire sens, il faut arriver à défragmenter. On est puisque Philippe Madec parlait d'une fin de cycle, en citant certains auteurs, on est à la fin du cycle tayloriste qui a alimenté le productivisme, qui a fragmenté tout pour rendre tout plus opérationnel, y compris dans votre acte de construire, où tous les matériaux, tous les procédés, tout est industrialisé, tout vient des quatre coins du globe, pour arriver à être le plus efficace, le plus rapide, le plus ceci, le plus cela. Mais l'écologie, si on veut prendre en considération l'enjeu climatique, c'est de défragmenter tout ça. Peut-être que le matériau il est moins cher
et plus efficace même s'il vient de Chine, mais le coût carbone de le faire venir de Chine, les conséquences que ça peut avoir, ça nécessite une défragmentation et le fait d'évaluer les choses d'une façon globale. L'enfant, il a absolument besoin d'arriver à retrouver du sens par rapport à une globalité. Lui montrer un monument sans lui montrer un monument comme une image, sans lui expliquer l'histoire, le lieu de pouvoir, etc. Parce que l'hôtel de ville, c'est un lieu de pouvoir, c'est un repérage par rapport à la place. Je vous ai parlé de la cartographie de cette pièce, mais quand vous allez d'un point A à un point B, votre cerveau passe son temps à faire une cartographie de l'espace, à trouver des points de repère, et les points de repère, la ville de la Troisième République les donne, c'est le carrefour, c'est la mairie, c'est la poste, c'est l'école, avec un certain nombre de repérages avec la façade qui signalent bien que là vous avez une école avec son drapeau, avec sa monumentalité, là vous avez une mairie avec ses différents éléments. Vous avez besoin pour la cartographie de repérer ça dans l'espace. Et l'un des grands enjeux dont je suis étonné que vous n'ayez pas encore parlé, mais c'est un enjeu pour le cerveau, donc je vous en parle, je vous l'impose un peu, c'est l'enjeu du numérique et le risque des écrans et du 2D, parce que vous êtes dans un espace, et même avec le temps, et même avec la lumière qui joue avec les 3 dimensions de l'espace et sans laquelle il n'y a pas d'architecture. Et le risque aujourd'hui, c'est de tout numériser et de tout réduire à des tablettes et à du distanciel et à un appauvrissement dramatique, surtout si ça commence au plus jeune âge, de la perception qu'a l'enfant de son environnement, de son espace et de ses interactions sociales. Si on dit pas d'écran jusqu'à 3 ans, c'est pas qu'on veut être moraliste ou quoi que ce soit, c'est parce que le danger, c'est que les écrans et le fait de se débarrasser de l'enfant avec les écrans coupe des interactions sociales, c'est-à-dire coupe de la capacité que l'enfant a de s'humaniser et de découvrir le monde. Quand on dit pas de téléphone portable jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est il faut que les interactions soient des interactions réelles et pas des interactions qui soient médiatisées par des truchements numériques, etc. Il faut qu'il y ait une expérience sans laquelle le cerveau ne va pas se construire. Et sans cette expérience de l'autre humain, donc de l'autre humain dans son espace. Moi, je reviens là de 15 jours merveilleux au Japon, où que vous alliez, vous voyez des dizaines d'enfants, des classes qui sont constamment en visite, alors sur des lieux patrimoniaux, mais où on leur fait aussi, pourquoi je vous fais visiter ça? Parce que vous avez le cours d'histoire, c'est pas la classe, le pupitre désincarné où on vous raconte Louis XIV sans vous montrer ou une partie du Louvre ou une partie de Versailles où on vous voilà. Ça va plaire à Sophie Ricard, ça. Allez voir l'architecture en vrai, baladez-vous, c'est ce que vous nous dites. Mais ça fait partie. On sait bien qu'en France, qu'on a un enseignement qui est beaucoup trop théorique à tous les niveaux, y compris au niveau de l'enfant à l'école. Quand il se construit, il faut quelque chose de pratique et une expérience en plus collective, c'est-à-dire pas seul face à son écran, pas seul face à l'expérience, mais dans une construction de ce qui est vraiment l'humain, c'est-à-dire j'interagis avec les autres. Pour revenir sur la question globale un peu de cette table ronde que j'ai posée de but en blanc à Guy Tapi, mais qui peut se décliner un petit peu, les clés d'entrée. Pourquoi est-ce que l'on doit s'intéresser à l'architecture dès son plus jeune âge? Qu'est-ce que ça apporte? D'une certaine manière, Sophie Ricard, vous évoquez beaucoup les enjeux sociaux. On le lit dans le petit livret qui vous a été distribué. Il est dans le témoignage tout à l'heure d'Anne-Sophie Kerr. Les enjeux écologiques, évidemment, Philippe Madec aussi en a parlé. Francine Faure, je vous repose la question. Pour vous, quelles doivent être ces clés d'entrée? De quelle manière est-ce que on en vient? Enfin, pardon, c'est plutôt pourquoi est-ce que ça vous semble nécessaire et indispensable cette sensibilisation à l'architecture? Justement, comme je suis passionnée, j'ai fait comme Philippe pour dire des choses qui me semblent très importantes et qui sont partagées avec la plupart des gens qui sont là. Il y a une première interrogation qui est le paradoxe qui pèse sur l'architecture, qui est familière à tous, à chacun, et qui est perçue par le plus grand nombre comme étant réservée aux spécialistes. Alors, je ne vais pas m'aventurer à répondre à cette question maintenant, c'est l'objet d'un séminaire. Ouais. Mais, pour commencer, il faut tenir compte de cette réalité dès lors qu'il s'agit d'entreprendre des actions de partage de la culture architecturale. Car l'architecture, on l'a dit, c'est pas qu'affaire d'architecte, elle est aussi affaire
avec les habitants qui ont affaire avec elle. L'architecture, c'est une œuvre chorale. Moi, j'aime cette formule de Derrida. Voilà, elle convie des compétences multiples, qui joue une partition certes orchestrée par l'architecte, et elle prend corps, on parle d'expérience, avec les habitants. Et je voudrais ajouter que l'architecture, c'est faire et dire. Faire, tout le monde le sait, c'est répondre à une commande et un programme. Dire, c'est raconter une histoire porteuse d'une vision du monde. En deçà de la chose construite, qui n'est donc pas encore là, il y a la commande du maître d'ouvrage et le concept de l'architecte. Au-delà de la chose édifiée, elle est là. Il y a ce que j'appelle la valeur ajoutée architecture qui réside dans sa dimension immatérielle. Du côté de l'invisible, du côté de l'indicible et aussi du côté de l'attention aux représentations. Et c'est précisément pour cela qu'il faut travailler sur le regard. Mais pas, je ne dis plus, je disais il y a longtemps apprendre à voir, je dis plus ça. Et je préfère dire écouter pour voir, voir pour entendre. Pourquoi? Parce qu'il faut s'écarter du bruit ambiant qui dévoie l'architecture. Elle est dévoyée, mais qui dévoie l'architecture. Il faut aussi se débarrasser des préjugés qui embrouillent le sens, parce qu'on dit il faut trouver le sens. C'est pas parce qu'on va bien expliquer aux enfants comment ils peuvent retrouver le sens. Il est embrouillé le sens, parce que les préjugés, les a priori sont là. Tout se passe, parce que vraiment pour moi c'est un préalable, et c'est aussi pour ça qu'on est là, comme si l'architecture était emprisonnée dans le précaré ancestral de certains professionnels, il faut quand même pas l'oublier, maîtres, voilà, et dans la gangue des a priori des gens, beaucoup de gens, notamment les élus. Les a priori, je le disais, ont des racines profondes, ils sont invasifs, ils génèrent une condition réelle, dommageable à l'architecture, dont la vocation première est de faire habiter l'homme. C'est quand même insensé que ça se passe comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut désemprisonner l'architecture, sinon tout le monde est perdant. L'architecture d'abord, les habitants, les logements, la qualité d'habiter, etc. et les architectes aussi. Bon, pour moi, c'est vraiment un préalable. Et donc, comment mettre en partage, parce que c'est une formule que j'aime beaucoup, mettre en partage la culture architecturale. Effectivement, sur les clés d'entrée, il y a une proposition qui a été faite, elle est très bien expliquée par Philippe, qui est un conteur, et qui justement crée une citation. Il crée une situation d'écoute quand il dit et qu'il raconte les choses. Il crée une ambiance, une situation apprenante. Moi, j'aime bien cette formule, situation apprenante. Et pas dans une logique où on apprend, il y a celui qui sait, il n'y a pas d'un côté celui qui sait, et ceux qui ne savent pas. On a tous à apprendre de l'autre. C'est très connu, sauf que c'est pas comme ça que marche encore l'éducation nationale, dans ce double sens. Et donc, je voulais, bien sûr, c'est un terrain de jeu pertinent, le climat, évidemment, puisque l'architecture est obligée, d'ailleurs, par le climat, et elle est déjà au travail. Donc, c'est déjà au travail, alors on voit pas les images que je voulais montrer, c'est pas grave. Mettez, s'il vous plaît, la deuxième et troisième image, où on voit l'approche sensible de l'espace. J'ai montré très peu de bâtiments. Pas toutes alors, les ce que je images, voudrais dire, mais- non, je les commente pas, c'est pour parce qu'on parle en théorie. Mais je veux pas. Oui, mais parce que Ah vous non, je savez ne le vais temps, pas tout les ça, tout ça. commenter. Ouais. J'ai une réponse très courte tout à l'heure. Donc, non, je veux dire oui, ok, c'est un terrain de jeu, mais il faut adopter la plus grande prudence avec les mots-clés. On a parlé du patrimoine, quand on interroge les gens, ils parlent du patrimoine. Rappelez-vous le développement durable. Alors là, c'était génial. On avait plein de demandes de plein d'enseignants pour monter des projets avec les classes sur l'architecture. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les clés d'entrée, les portes, les clés, c'est pour ouvrir. Ça peut les fermer parfois. Et puis, ce qui se passe à la fin, c'est qu'on ne parle plus d'architecture, on parle plus que de développement durable, de nouvelles techniques. C'est important, mais c'est pas de ça qu'il faut parler avec les enfants. D'autant plus que le climat, ils vont nous en apprendre. Donc l'enjeu, c'est comment on fait c'est une très bonne stratégie, effectivement, pour faire comprendre au milieu de l'éducation qu'il y a plein d'entrées pour l'architecture. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris en le faisant. J'avais mes intuitions propres initialement. Il faut sortir le pas de côté,
justement par rapport à ces idées reçues, ces préjugés, pour réentrer sur le sujet. C'est pour ça qu'on est là. Le sujet architecture. Alors on en parlera tout à l'heure. Parfait. Ah bah oui. D'une concision. Merci beaucoup. Et alors, tiens, puisque vous donnez le micro à Sophie Ricard, j'aurais bien aimé justement la faire réagir à un mot que vous avez utilisé à l'instant, la situation apprenante. D'une certaine manière, bien sûr qu'il est question d'aider à ce que les enfants puissent apprendre des choses autour de l'architecture. De quelle manière est-ce que l'architecture apprend aussi des enfants, Sophie Ricard, quand vous faites un travail de permanence architecturale? Bien sûr qu'il s'agit de sensibiliser les habitants du quartier, au-delà des seuls enfants, au projet qui est en cours, mais il y a évidemment un travail retour qui est comment les habitants peuvent participer à ce projet, comment ils vont influer sur ce projet. Alors, du côté des enfants, ça prend quelle forme? Je dirais que c'est même la base, le travail retour. C'est-à-dire quand on est en permanence, on se tait. On écoute, on apprend et on comprend. Donc c'est-à-dire que le dessin n'est pas dessiné, on va dire a priori, mais bien a posteriori. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est sur le territoire, et comme je le prône, on reterritorialise la commande en vue d'un contexte économique, politique, social. Et donc ce contexte-là, où on apprend à dessiner les choses à partir de ce qu'on vit. Et donc, ce qu'on vit, on le vit avec tout le monde, c'est-à-dire les enfants, les adultes, les parents, les métiers adjacents dans les quartiers, les boulangeries, Pôle emploi, etc., etc. Il faut reprendre possession, c'est-à-dire qu'on peut pas, l'école n'est pas quelque chose ne peut plus être quelque chose de fermé sur son environnement. Et on le voit bien, et de la même manière qu'on a zoné, je reviens avec l'aménagement et l'urbanisme, quand on voit la crise des banlieues, la crise des gilets jaunes, elle était liée quand même à cette façon dont on a zoné la chose. Et donc, la belle image de la petite école qu'on voit à côté de la petite mairie, à côté de toutes ces institutions qui existent encore dans certains lieux, on l'a perdu aussi dans nos métropoles, on l'a perdu dans nos banlieues, etc. Et donc, il faut vraiment retrouver la façon d'habiter, c'est la façon de vivre, de travailler et d'enseigner. Donc, pour moi, l'école, elle est liée à l'habitabilité et l'habitat. Il faut pas le dissocier. Donc l'enfant, à un moment donné, il fait aussi un parcours. Il sort de son habitat, de son lieu de vie, de sa maison pour aller dans son école. Là, déjà, il y a un chemin d'apprentissage en parcourant un territoire. Et donc, cet aller-retour entre le territoire où l'école se trouve et l'habitation de l'enfant, elle est fondamentale. Puisque sur le chemin, il va y avoir peut-être un lien avec des métiers, un lien avec des institutions, des commerces, une rue, pourquoi, des voitures, pas des voitures, etc., etc. Tout ça, ça doit être relié à nos apprentissages. Et la permanence, évidemment, quand elle vient sur le territoire, elle vient justement dire et accompagner les élus, les collectivités, les institutions, les services, elle les remet ensemble. Aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est quand on compose une commande, par exemple sur l'ANRU, moi j'ai été voir les services éducation, j'ai été voir les services jeunesse, j'ai été voir les services cohésion sociale, etc., etc., qui ne travaillaient pas ensemble sur un sujet qui est quand même le réaménagement ou le dessin d'un quartier avec de l'habitat social, de l'habitat privé, des commerces à remettre, une école à remettre, de la mobilité. Enfin, vous vous rendez compte, c'est systémique le projet urbain. Donc l'architecte ne peut pas penser juste le bâtiment. L'architecte, il est bien là aussi pour se dire tout ça doit s'intégrer à une opération d'urbanisme. Quand on pense aujourd'hui aux gros sujets qui nous attendent, qui sont quand même, effectivement, on en parlait encore tout à l'heure avec Elisabeth Taudière, le recul du trait de côte, le rapatriement des populations à l'intérieur des terres, tous ces sujets-là, si on ne fait pas comprendre aux enfants que c'est sur ça qu'on est en train de travailler, alors oui, ça va être dramatique. Et ils vivent tous sur un territoire, la question de l'eau aujourd'hui, fondamentale, qui est une ressource, etc. Donc l'école du dehors, l'école ouverte, je rappelle qu'il y a les rencontres nationales. Première rencontre de l'école du dehors qui se font à Poitiers la semaine prochaine. Je vous y invite, créée par la Fabrique des communs pédagogiques. Parce que là, ils ont rassemblé un certain nombre d'enseignants qui prônent l'école ouverte sur son territoire. Quand on est en milieu rural, on va voir le maraîcher, on va voir l'agriculteur d'à côté, on comprend comment sont produits les choses, on comprend comment on vit un territoire et comment il s'arpente. On comprend, voilà. Mais vous le disiez, on comprend, mais on participe aussi à le faire évoluer. Alors très concrètement, à chaque fois je recadre, désolé, sur le rôle des enfants dans la fabrique d'un projet, et quelle forme ça peut prendre. Je vous pose la question de façon vraiment très sincèrement naïve, parce que je me rends pas bien compte, je vais même pas dire ce que j'imagine dans la participation des enfants à un projet, parce que ça serait sans doute très caricatural. Alors je suis sûr que vos exemples concrets et réels ils seront beaucoup plus parlants.
Oh bah c'est très simple. Il y a la vie par exemple des enfants dans le quartier. Les enfants vivent l'espace public. Aujourd'hui, on a un espace public qui est malheureusement pas destiné à l'enfant. Donc on repose beaucoup cette question, la question de comment la rue, comment l'espace public est redonné aux enfants. C'est-à-dire qu'on a fait une ville sécuritaire, on a suraménagé, suréquipé, mais on ne sait plus retrouver de la liberté d'agir, surtout dans nos métropoles et dans nos milieux très urbanisés. Un enfant, moi quand j'étais à Boulogne-sur-Mer, les enfants vivaient que dans la rue, n'allaient pas en vacances. Donc quand ils étaient en vacances, ils étaient dans la rue. C'est-à-dire que le seuil, la maison et le seuil de l'intimité de la maison ne s'arrêtait pas à la porte ou aux marches pour arriver dans la maison. Il était sur le trottoir, il était dans la rue, il était dans les jardins et les espaces publics adjacents. Ça, c'est fabuleux. Quand on comprend ça, c'est-à-dire qu'il faut regarder les enfants, il faut regarder aussi comme les enfants sont d'une grande liberté aussi, non pas toutes les contraintes que nous, avec notre acquis, on s'est mis dans la tête. Et vous l'avez bien redit tout à l'heure. On oublie, j'ai l'impression que quand on devient adulte, on oublie cet état. Alors qu'il faut rester sur ce jeu, ce terrain de jeu aussi. Il faut que l'adulte se remette dans la peau de l'enfant pour enlever presque des âmes, vraiment enlever une espèce de formation qui nous a formaté malheureusement, déformé exactement, et peut-être retrouver une liberté d'agir. Donc l'enfant, il apporte ça déjà. Il apporte à l'enfant, il n'y a pas d'interdit. À partir du moment où on lui en met pas, il n'a pas d'interdit. Donc il peut faire. Après, à nous de cadrer, de limiter, etc., etc. Le corps adulte, on va dire. Mais l'enfant n'en a pas. Donc c'est ça qu'il apporte l'enfant, c'est-à-dire la possibilité d'entrevoir qu'il est possible de faire peut-être les choses autrement. Et donc c'est ce que permet, quand on est en permanence architecturale, ce qu'on appelle la mise en place de la programmation ouverte, que ce soit dans l'habitat ou dans la fabrication de nouveaux équipements, dans la réactivation de nos patrimoines vacants. Comment ensemble, on se l'approprie, on occupe ce patrimoine pour démontrer qu'il est possible peut-être que nos architectures du 19e, du 20e siècle puissent être aujourd'hui réhabitées autrement. Et ça, l'enfant, quand on lui permet d'ouvrir, c'est ce qu'on a fait avec les enfants de l'école maternelle quand ils sont rentrés dans cette ancienne faculté des sciences, ils se l'ont approprié, comme nous adultes, nous ne le serions pas approprié. Et donc nous démontre qu'une occupation autre est peut-être possible, que peut-être qu'une petite salle, un recoin qui nous plaît pas, nous en tant qu'adultes, est génial pour l'enfant parce que c'est la cabane, c'est le soin, c'est l'espace où on se sent bien, et donc peut-être qu'il va falloir porter une attention en tant qu'architecte à des espaces dont nous aujourd'hui nous n'arrivons plus à voir même l'attention qu'il faut porter. Donc tout le corps, à tous les âges de la vie, nous avons plutôt intérêt à prendre soin et à re-rencontrer. Les enfants sont des êtres d'une grande intelligence, puisque d'une intelligence non cadrée, très ouverte et non limitée. Mais la cabane, c'est vrai il faut pas des grands efforts d'imagination. On s'en rappelle bien quand même de nos intérêts respectifs pour les petites cabanes quand on était effectivement, notamment plus jeune. Guy Tapi, pour terminer, peut-être pour ouvrir sur les tables rondes suivantes, parce que le temps file et qu'on arrive à la fin de cette première. J'aimerais bien, pour commencer à dresser un état des lieux, aussi vous demander. Cet intérêt pour la sensibilisation à l'architecture, de quelle manière est-ce qu'il est perçu ? On évoquait jusqu'à présent comment l'architecture est perçue, mais alors est-ce que on se rend compte auprès des citoyens ou auprès peut-être des institutions aussi de toute cette nécessité de sensibilisation à l'architecture ? Là encore, j'ai peur d'anticiper un peu la réponse et qu'elle soit plutôt vers un non, mais je vous laisse nous l'expliquer. Non, pourquoi pas, mais... Alors juste, je voulais faire une parenthèse par rapport. C'est vrai qu'on a mis beaucoup l'accent sur l'urgence climatique, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus une expérience quand même qu'on a tous connue. J'espère que vous avez été très sérieux, très sérieuse. C'est le confinement, donc qui pour le coup a réinterrogé, et là de manière intéressante, de manière publique, de manière transversale, l'architecture. Donc là, ça a été une sorte de caisse de résonance très importante qui a permis de sensibiliser, c'est ce que vous disiez, mais au travers là de reportages sur l'éducation des enfants à la maison, sur le travail qui s'invite dans l'espace domestique, etc., etc. Et pour moi, d'ailleurs, on oublie cette expérience-là et les changements que ça peut amener d'un point de vue expérientiel et culturel. Parce que, par exemple, là, l'espace domestique, il est réinterrogé quand même profondément, et ça fait partie de notre civilisation. Cette, par exemple, différence entre espace de travail et espace domestique. Après, la sensibilisation, là, pour le coup, moi, j'imagine bien sûr qu'il faut être
proactif. Faut pas attendre peut-être des enseignants qui se disent l'architecture ça serait intéressant, ou les familles, ou les enfants. Papa, ce matin, mais j'ai envie de travailler sur le cadre de vie, l'architecture à l'école. J'ai pas envie de faire de maths, ça m'embête, etc., etc. C'est bien Donc connu, effectivement. voilà. Donc et la proactivité, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, est née de encore une meilleure structuration du milieu de la médiation. Qui soit capable en même temps de transcrire au fond ce qu'est les savoirs, les théories, les bâtiments, les œuvres en matière d'architecture, ou les pouvoirs de l'architecture, et la réalité du quotidien. Et franchement, dans le plaidoyer que vous devez faire, j'engage vraiment à mettre l'accent sur cette question-là et à la rapatrier, on le disait un peu tout à l'heure, pour moi c'est très important, dans le système de formation des architectes, où elle existe de manière très ponctuelle, mais elle est complètement absente, je dirais, du point de vue des valeurs et des intentionnalités concernant la formation des architectes quand même. Voilà, c'est eux qui vont, c'est les armées futures qui vont irriguer les savoirs sur l'architecture dans la société. Et c'est une belle ouverture, Guy Tapi, que vous nous faites là, et on va avoir effectivement l'occasion de traiter tout ça un peu plus tard dans la journée. Alors on était censé finir parce que le temps est même un petit peu dépassé, mais oh non alors Sophie Ricard et Francine Faure. Alors voilà, bon. Ensemble ce plaidoyer. Ajouter juste un truc, il y a des dispositifs qui ont été mis en place qui ne fonctionnent pas bien, parce qu'ils fonctionnent comme des labels un peu marketing, qui sont territoires apprenants et vacances apprenantes suite au Covid. C'est des territoires aussi qu'il faut que nous, en tant qu'architectes, dans la commande et dans les écoles, on soit capable d'y aller, de les prendre en main. Nous, c'est ce qu'on a fait. Les vacances apprenantes ont été justement mis en place, et c'était les MJC, les réseaux des centres sociaux, etc., qui, pendant l'été, suite au Covid, avec tous ces gamins qui étaient restés enfermés, se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Avec l'école aussi. Donc, le corps enseignant s'y est mis, avec un autre corps enseignant, qui était le corps des parents, le corps des institutions sociales et de santé. Et comment on fait pour se joindre à ces dispositifs? C'est très facile, il suffit d'aller. En fait, ça, c'est des dispositifs qui sont mis en place par les collectivités. Donc, c'est des subventions et des appels à projets qui sont généralement, moi j'avais été voir la MJC, j'avais été voir le centre social, et j'avais dit on répond ensemble, il y a un ANRU, moi j'ai une maison du projet à faire tourner, je suis en permanence architecturale, je réponds avec vous à ces dispositifs de politique publique. Donc il faut aussi qu'elles infusent chez nous. On va pas réinventer l'eau chaude, il y a des trucs qui existent. Et donc il faut vraiment par contre qu'on se re-rencontre. Comme on dit, les architectes ne sont pas l'architecture n'est pas qu'à l'architecte, c'est tout notre environnement. Eh ben non, mais c'est parfait, c'est très bien, c'est super, mais c'était très concis. Et Francine Faure, alors au nom de la Nouvelle Amitié qui nous lie, je vous laisse le mot de la fin pour cette première table ronde. Non, mais voilà, ce que je voulais ajouter quand même, c'est que la définition que j'aime, moi, pour l'architecture, c'est de dire que c'est l'art de la relation. Voilà. C'est la relation à l'usage, à l'économie, aux politiques, la relation à l'autre, la relation au monde. C'est très important de le dire comme ça. Et une relation, elle se fait pas en forçant celui qui est en face ou celui qui veut provoquer qu'on entre en relation avec lui. Il y a vraiment quelque chose qui doit se passer. Et moi, je suis quand même, c'est quand même important, là, favoriser des rencontres avec l'architecture et la création architecturale qui s'exerce aussi sur des projets ordinaires et pas que sur les œuvres d'exception, c'est essentiel. Et à la différence un petit peu de ce que dit monsieur, moi je crois sincèrement, et d'expérience nous l'avons vécu et nous le vivons, et les gens d'Arc en Rêve, il y en a une qui est là dans les ateliers, qui le fait et qui continue à le faire, ils sont capables de sentir, c'est ça, c'est favorisant, pour qu'ils sentent eux-mêmes sans qu'on leur dise ce qu'ils doivent voir, ce qu'ils doivent ressentir, et dès lors qu'ils le sentent eux-mêmes, c'est eux qui en parlent entre eux et qui le mettent en partage. Et moi je suis confiante par ce travail avec les jeunes, avec les enfants, qui est toujours à recommencer, parce qu'effectivement, on devient grand, et puis comme ça, ils peuvent éduquer leurs parents. Mais quand même, il y a cette phrase magnifique de Walter Benjamin, voilà, ça va quand même donner une note optimiste, c'est que l'enfant est l'utopiste qui est en nous et qui ne demande qu'à se lever. Créons les conditions. Eh ben, on se lève et on est dans l'utopie. Merci beaucoup, Francine, et merci à tous les quatre. Et je vous ai même pas laissé le temps de la réponse, Hervé Schneeweiss, mais je pense que vous étiez pas très loin non plus en disant qu'il faut sensibiliser les enfants à l'architecture, mais vous avez aussi en tête que bien sûr
Et ben voilà, très bien. Merci beaucoup à tous les quatre, Hervé Schneeweiss, Francine Faure, Sophie Ricard et Guy Tapi. Je crois qu'on va peut-être être un peu juste pour les temps de questions-réponses. On a un petit peu de temps de questions-réponses. Très bien. Alors voilà, peut-être s'il y a un témoignage, une remarque, une question, et elle nous vient du troisième rang. Alors Elisabeth de la maison d'architecture Normandie. Mais laquelle? Parce qu'il y en a deux en Normandie. Territoire pionnier. C'est celle de simplement. Caen. Voilà, territoire pionnier. Moi, je voudrais vous interroger les uns les autres, ou en tout cas vous renvoyer la question des milieux. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on parle d'architecture, c'est très 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 anthropocentré. Alors qu'en fait, aujourd'hui, peut-être, je vais vous entendre, Francine. Voilà, mais en fait, aujourd'hui, aussi, dans notre manière de parler, il faut décaler nos représentations de l'architecture et la replacer dans son milieu. Et peut-être aussi, j'aimerais avoir l'avis du neurologue, là, monsieur qui est là, sur justement nos relations au milieu, nos relations au vivant, qui sont peut-être aussi, peut-être même fondamentales au départ, pour ensuite revenir à l'architecture, mais au départ nous replacer dans ces milieux et dans ce qu'ils éveillent en nous de vivants, comme membres nous-mêmes en tant qu'humains de ces milieux, pour ensuite revenir à l'architecture et peut-être re-questionner entièrement la manière dont elle est fabriquée, dont elle est enseignée, dont elle devient matérielle aussi. Voilà. On va donner la parole peut-être à Hervé Schneeweiss alors pour répondre sur ce sujet. Je crois que il faut revenir à l'existence des différents âges de l'enfant. Vous pouvez pas considérer le nouveau-né comme l'enfant de 2-3 ans qui commence à parler, comme l'enfant de 5-6 ans qui a pris conscience du monde qui l'entoure, comme l'enfant au-delà de 7-8 ans qui a le schéma corporel et qui prend beaucoup plus conscience de son corps dans l'espace. D'autre part, vous ne pouvez pas, chez l'humain, faire la différence entre ce qui est spontané de ce qui est acquis. Dès que l'enfant, alors c'est sûr qu'à la naissance, le cerveau de l'enfant est déjà capable de reconnaître des amplitudes, des durées et des rythmes. Si on fait entendre 6 sons courts et 5 sons courts et 1 son long, l'enfant va détecter la différence entre les deux dès les premières heures de sa vie. Donc il y a des propriétés naturelles du cerveau, bien évidemment. Mais dès que l'enfant paraît, il va être emmailloté, il va être pris ou pas pris dans les bras, il va être mis dans un certain type de berceau. L'expérience commence immédiatement. Vous ne pouvez pas dissocier chez un être humain ce qui est de l'acquis et donc de la sculpture qui commence de son cerveau, de ce qui est de l'inné. Ensuite, il y a un certain nombre d'étapes du développement de l'enfant qui ont été décrites, qui sont régulièrement d'ailleurs remises en cause. Grosso modo, on fonctionne sur les étapes du développement qu'a décrit Piaget, mais il y a eu beaucoup de remises en question à cause de toute l'analyse qui est, parce que c'est continu le neurodéveloppement, et malheureusement la fréquence des troubles du neurodéveloppement, vous savez que les troubles du spectre autistique, on avait déjà dit que c'était 1,5% à 2% et ça paraissait colossal. Maintenant, il apparaît que dans certaines populations, on monte jusqu'à 6% de troubles du neurodéveloppement et ça n'a rien à voir avec des difficultés de relation avec la mère. C'est vraiment des troubles qui sont, malheureusement, maintenant, on s'en rend compte en relation avec certains traitements, avec certains polluants, avec certains facteurs d'environnement qui vont influencer le développement du cerveau. Donc, on va avoir ce développement continu de l'enfant avec les différentes étapes d'acquisition, avec le fait que il va y avoir la capacité ou non de l'expérience. Et évidemment, ça va pas être la même chose. Donc, l'école, elle doit se mettre à l'écoute et l'espace de la classe, il doit évoluer en fonction. Il est normal, enfin ça c'est les méthodes Montessori et tout ça, ça date du début du XXe siècle, il est normal que les petits-enfants aient besoin de créer leurs propres espaces avec la hutte, la cabane, le coin, peu importe. Et puis, les impostes à 1,10 m pour un petit enfant, ça n'a aucun sens parce que lui, il voit tout à ras du sol. Et puis, un enfant, vous l'avez bien vu avec les petits-enfants, ils expérimentent tout en les portant à la bouche, en les touchant, en les goûtant.
voilà, c'est l'expérience physique de chaque chose qui est faite. Donc l'école, il faudrait qu'elle finisse par intégrer ce que sont les enfants. Alors beaucoup d'écoles ont intégré ça, beaucoup d'écoles ne l'ont pas encore intégré. Hein. Vous n'avez pas beaucoup d'écoles maternelles ou de crèches qui ont les fenêtres au ras du sol pour permettre à l'enfant qui marche à quatre pattes ou qui est par terre parce qu'il joue par terre de voir qu'est-ce qui se passe dehors ou d'avoir le contact avec la nature. Et puis ça a été dit, on les surcouvre. Alors pour de bonnes raisons, parce qu'on a peur qu'il y a la responsabilité de l'éducation nationale par rapport à la sécurité des enfants, mais en les mettant sous cloche, on limite aussi l'expérience qu'il y a. Enfin, on n'a jamais pu faire de vélo sans tomber et s'égratigner les genoux. On n'a jamais pu faire quoi que ce soit, monter aux arbres et tout ça sans prendre un risque. Si on veut absolument la sécurité sur tout, on brime les enfants et on les limite dans leur expérience de l'espace et donc dans le développement de leur cerveau. Voilà. Alors c'est énorme, on n'a pas le temps d'arriver sur tout, mais la capacité d'adapter l'école, la classe, à l'évolution de l'enfant, alors qu'aujourd'hui on demande à l'enfant de s'adapter à l'espace dans lequel on le met pour apprendre. Et peut-être juste Guy Tapie sur la deuxième partie de la question. Alors Sophie Ricard, Francine Faure, on vous entend à travers architecture, c'est plus largement des questions de milieu au sens large. Mais alors Guy Tapie sur tout votre propos sur la culture architecturale des Français et aujourd'hui en particulier sur la manière dont l'architecture est enseignée dans les classes, il parle d'architecture comme au sens large de l'architecture, des milieux, ou alors est-ce que vous en faites une distinction, ou alors peut-être que c'est pas que cette question de terme n'est pas forcément posée? Non, c'est une définition très générique et très générale de l'architecture, qui pour le coup, moi je l'ai dit tout à l'heure, on l'a associé à l'idée de cadre de vie. Donc aujourd'hui, effectivement, l'idée de milieu habité, ça introduit effectivement une référence encore plus marquante sur la nature, sur la biodiversité, enfin bref, tous ces éléments-là qui aujourd'hui sont bien sûr profondément d'actualité. Et je crois que moi, ce que je connais des dispositifs de médiation ou d'un certain nombre d'expériences, bien sûr qu'il y a une capitalisation du milieu pour justement tenir compte de ces évolutions-là. Par exemple, l'enjeu du milieu habité, par exemple, comme il a été donné un certain nombre d'exemples. Je suis désolée, je suis obligée de dire un truc. Je l'autorise à dire un truc supplémentaire. Allez. Non mais c'est exactement ça, c'est pour ça que je dis que l'architecture ne doit pas se cantonner, et tu as raison de le redire Elisabeth, et on n'a peut-être pas assez mis l'accent dessus, c'est-à-dire que c'est la notion d'urbanisme, de paysage, mais aussi, et voilà, et donc il faut se rappeler que les premiers paysagistes, c'est nos agriculteurs quand même, c'est-à-dire c'est eux qui ont façonné aussi un paysage, et donc évidemment ça va dépendre du milieu. Oui, pareil, et donc c'est exactement pareil, et donc, non mais ce qui est intéressant c'est que chaque territoire et chaque école devrait mener sa propre pédagogie en fonction de son milieu de vie. C'est pour ça qu'il faut qu'elle sorte. Et donc effectivement, la pédagogie en milieu rural ou dans des petites communes, dans des centres-bourgs n'est pas la même qu'en banlieue ou et donc tout ça c'est important. Eh ben merci beaucoup. Précision est faite. Je voudrais ajouter que en réaction à ce qui vient d'être dit, que notre volonté c'était d'associer les ministères, bien évidemment de la transition écologique, de l'agriculture également. On leur a écrit, on leur a invité à participer et ils ne sont pas présents. On a un travail colossal pour embarquer l'ensemble de ces acteurs qui sont directement concernés par l'initiative qui est la nôtre. Ça, c'est une chose. Et ça a été dit par Hervé Schneeweiss, il a parlé de la question de la fragmentation et du fait qu'il ne peut pas avoir du sens quand toute la connaissance est fragmentée. Et l'architecture, justement, nous semble-t-il, est un élément qui peut donner du sens parce que c'est une discipline totalement transversale qui peut relier tous ces champs de la connaissance fragmentée, c'est-à-dire la sociologie, l'environnement, l'écologie, les sciences, l'histoire, la géographie, et donc c'est un élément qui peut contribuer à mettre en place des
pédagogie susceptible de nous aider à défragmenter. Je pense que cette première table ronde pourrait durer jusqu'à ce soir, mais au nom du maître des horloges, en la présence de Clou, je te laisse reprendre la parole pour nous annoncer la suite du programme. Et merci à tous.